Ouais, Ouais. c'est bien, vous avez tous les deux des J'ai fenêtres. j'ai mis les 2 pouces. Parce que là, je suis sur le PC, c'est la première fois que le micro marche bien, hein. Ça va? Et Ça comment va on sait bien. qu'on est en direct? C'est là, on y est en fait. Non, pas encore. Ouais, Ah bah diffusé oui. en direct sur France 2. Voilà. Donc s'il y a des gens qui nous entendent, ils nous entendent, quoi. Très bien. Donc quand il est 14h, je regarde l'heure, hein, dans 1 minute, quoi, je me lance ou j'attends un petit peu? Est-ce qu'il y a du monde déjà actuellement ou... C'est la grande question. Y a-t-il du monde actuellement? S'il y a du monde, manifestez-vous. On a le monde déjà. Il y a le live déjà. Ah, je vois. Ah bah non, les 3, c'est nous. Je vois 3 personnes en fait sur le petit œil, mais c'est nous. Ou c'est 3 personnes en plus de nous. Peut-être les gens fait en ligne. Comment ça? Ouais, il y a quelqu'un, super. On peut pas dire de bêtises parce que Thomas nous entend. Ouais. Du coup, les gens. Du coup, est-ce qu'on lance les festivités maintenant ou on entend encore un petit peu? Est-ce que vous voulez que je meuble la conversation jusqu'à ce que tout le monde arrive? Et est-ce que je peux demander d'ailleurs au présent, parce qu'effectivement c'est toujours un peu difficile les webinaires dans le sens où moi vous me voyez, vous nous entendez les intervenants, mais en revanche vous de l'autre côté on ne sait pas si vous êtes là. Alors si les personnes qui sont là peuvent se manifester avec un petit message pour dire qu'ils sont là, ça pourrait nous aider à nous lancer. Est-ce que tu l'as? Et si on n'a que Thomas, même si on est ravis de l'avoir, ce serait dommage de commencer tout de suite. Dans le temps? Just 30 seconds. Okay. Bon, bah, je crois que c'est le moment de se lancer. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ouais. Oui. On y va? Eh ben alors c'est parti. Du coup, j'y vais. Bonjour à toutes et à tous que je ne vois pas, mais que j'espère vous me voyez et vous m'entendez, hein. Bonne année à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire d'introduction à l'éco-conception, le premier d'une série à venir, qui est organisé par l'agence paramétrique. Alors, avant de rentrer dans les détails de présentation de chacun, je rappelle ce que je disais il y a quelques minutes. Le webinaire, c'est un exercice un peu exigeant parce que je ne sais pas en fait si en face de nous, les gens sont bien là, nous entendent bien, nous voient bien. Donc, si tout au long du webinaire, vous pouvez, en tout cas au début, vous manifester en tant que présent dans le chat qui se trouve en bas en fait de votre écran, ça nous aiderait grandement à savoir que nous ne parlons pas dans le vide. Voilà. Donc, pour ça, je vous remercie. Et pour commencer, moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sophie Comte et on est ensemble pour 45 minutes d'échange que j'ai donc le plaisir d'animer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le live, en fait, le webinaire, ça a de sens que si vous, derrière l'écran aussi, vous êtes partie prenante. Donc, vraiment, n'hésitez pas pendant tout le long, en fait, de l'échange, d'interagir, de poser des questions si vous en avez. On fera en sorte de répondre à toutes les questions, bien évidemment, soit en direct, j'essaierai d'en faire remonter quelques-unes, soit à l'issue du webinaire ou, si on n'a pas le temps, a posteriori. Voilà. Donc, si c'est OK pour tout le monde, tout ceci étant dit, je vous propose de commencer sans plus tarder à explorer à travers des cas d'usage les synergies entre deux compétences métiers qui sont complémentaires et qui sont interconnectées, à savoir le design, super, merci Christian, il nous dit que c'est parfait, et l'ingénierie de l'autre côté. Voilà. Alors, avec nous, pour parler éco-conception et éco-design, on a Maxence Loison de Guinemont avec les lunettes qui peut dire un petit coucou pour qu'on puisse t'identifier. Voilà. Donc, le fondateur de l'agence de design paramétrique.
quelques petits éléments de bio pour situer Maxence, pour ceux qui ne le connaissent pas. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Maxence. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tu as vécu une dizaine d'années en Chine où tu travaillais dans le design industriel pour des gros fabricants d'équipements électroniques avant de fonder en 2019 l'agence Paramétrique avec ton associé, qui est aussi ton épouse, Yuni, qui peut peut-être faire un coucou, parce que je crois qu'elle est à côté. Elle ne veut pas, mais il faut qu'on la voie quand même, parce qu'elle fait partie de l'aventure. Voilà, c'est ça. Et qui aujourd'hui, le studio est basé en France, en Vendée, au Sable d'Olonne. Pour te challenger aujourd'hui, on a de l'autre côté un duo parisien. J'ai nommé Pierre Rouvière, qui peut faire un coucou aussi, pour qu'on puisse l'identifier. Voilà, bonjour Pierre. Pierre, du coup, toi, tu es ingénieur conseil en éco-conception. Et Christophe Gilabert de l'autre côté, qui est designer, éco-concepteur, tous les deux cofondateurs du collectif 9P. Alors, les garçons, je vous laisserai expliquer davantage vos propositions de valeur, peut-être à chacun, si vous voulez, chez 9P, quand ce sera le moment. Mais ce qu'on peut dire, et en tout cas, ce que j'ai retenu de notre échange, c'est que vous avez travaillé dans le même bureau d'études par le passé. Vous avez donc été initiés ensemble à l'éco-conception. Et aujourd'hui, vous travaillez main dans la main au sein de ce collectif pour actionner les bons leviers, réduire les impacts et trouver les solutions les plus pertinentes, ma foi, d'un point de vue environnemental, mais aussi économique pour les entreprises qui font appel à vous. Voilà. Alors, les présentations sont faites. Maxence, ce que je te propose maintenant, c'est peut-être d'évoquer un petit peu plus en détail l'agence. Comment toi, tu es venu à l'éco-design, l'éco-conception, ton approche, en fait, qui, d'après ce que je comprends, se veut empirique, contrairement à Pierre et Christophe, qui sont davantage des théoriciens, c'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur des démarches plus scientifiques. Mais ça, ils vous le diront tout à l'heure. Et pour parler du terrain, je pense que le mieux, c'est le cas d'usage. Et je vais te laisser enchaîner, du coup, directement sur les cas que tu avais envie de nous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, Maxence, la parole est à toi. Oui, moi, en fait, c'était par rapport à des projets que j'avais réalisés quand je travaillais pour un designer quand j'étais en Belgique, qui faisait un projet avec une marque de sac en Italie, qui faisait produire en Chine. Et du coup, voilà, j'avais beaucoup de mal à comprendre comment les processus de production se passaient. Et du coup, j'ai décidé de partir en Chine pour voir sur place comment étaient les processus de production, les usines. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont fabriqués en Chine pour comprendre un peu comment ça se passait. Et du coup, c'est pour ça où moi, c'est plus empirique dans le sens où c'est plus pour maîtriser ou au moins voir sur place comment les choses se passent. Et de ce que je vois après, en tirer des conclusions et voir la différence entre les réels impacts environnementaux ou les pratiques ou les gens les marques qui se disent plus vertueuses que d'autres, qu'est-ce que c'est la réalité ou même comment un objet est pensé. Donc c'est ça qui a après a poussé à créer l'agence paramétrique. Et du coup, c'est plus essayer de réduire les impacts ou voir des problèmes que j'observe et comment essayer de trouver des solutions qui font que l'objet sera peut-être plus durable ou mieux conçu pour être réparé ou même réduire les fonctions si jamais on propose des choses qui sont un peu des usines à gaz. Et c'est vrai que quand je suis venu en France, j'ai vu que les choses étaient beaucoup plus organisées au niveau des concepts ou des normes et que voilà, c'est pour ça que quand j'entendais le mot éco-conception, c'est pas quelque chose qu'on jette comme ça en l'air et qui a quelque chose de très normé et de très organisé qui pourront parler après, mais c'est pour ça que moi je dis que j'ai plus une approche empirique où c'est plus en étant dans les situations que j'ai fait évoluer mes décisions et ma manière d'approcher les choses. Donc voilà, surtout tout ce qui est le design très industriel où j'ai fait mes observations, parce que c'était voilà, quand c'était des projets comme Lenovo, voilà, j'ai pu voir les différents, aussi bien au niveau de l'usine que même au niveau de l'entreprise, ou comment l'objet est pensé, qu'est-ce que c'est la finalité du projet, ou voilà, comment on aboutit à un produit. Du coup, tu veux enchaîner et nous montrer un cas d'usage, un premier cas, pour justement concrètement comprendre ce que tu essaies de nous expliquer là dans ton approche empirique. Donc là, nous, on est au Sable d'Olonne, et donc là, on est au bord de la mer, et quand on est venu, on s'est dit que ce serait bien de faire, si on pouvait faire des projets avec tout ce qui était lié à la mer. Donc on a eu l'opportunité de faire un projet sur le surf, et on a rencontré et visité pas mal de marques qui parlent de surf en matière biosourcée ou des matériaux moins impactants. Je fais attention à tout écologique. Et
Du coup, ça, c'est une chose, le produit, mais quand on réfléchit à réduire les impacts, il faut aussi voir si on fait du surf, c'est quoi les impacts? Est-ce que c'est ma crème solaire? Est-ce que c'est ma plante? Est-ce que c'est mon avion qui m'emmène à Bali? Enfin voilà, faut analyser un peu tout ça et là, le projet, c'est un surf démontable et comment c'est venu, c'est surf démontable. Donc voilà, on passe directement au produit. C'est un surf qui se démonte en 3 parties, qui peut se ranger dans un sac, et du coup qui a un comportement d'à peu près qui a 1,20 m en hauteur. Et c'est le fait que les surfeurs, ils ont toujours cette grosse voiture pour mettre toutes les planches dedans. Il y a même une image cool autour de ça, parce que ça vient des années 60 et c'est pas une époque où on se souciait trop des impacts, ou alors on commençait à se poser des questions. Et sinon, on a une petite voiture et on met les planches sur le toit. Dans les deux cas, soit on a une grosse voiture qui va augmenter la consommation, soit on a une petite voiture et on met les planches sur le toit et ça va aussi augmenter la consommation par les frottements de l'air. Donc, dans les deux cas, c'est un problème. Et puis, même au niveau transport en commun, où c'est très compliqué de mettre des planches dans les trains, il y a beaucoup de conflits avec ça. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, voilà, le transport, c'est un vrai problème dans tous ces types de sports. On va quelque part pour faire une activité. Et du coup, si on peut travailler sur le transport, bah voilà, c'est comme ça qu'on se dit. C'est bien que la planche elle soit faite avec des matériaux biosourcés, mais un impact qui semble encore plus fort, c'est comment on se transporte pour aller d'un point A à un point B. De mon côté, Maxence, je trouve ça très intéressant ton approche. Pour un point, c'est que tu t'es, sans avoir vraiment la méthode que nous on a l'habitude d'appliquer, tu t'es intéressé plus à l'activité qu'au produit lui-même. C'est-à-dire que finalement, oui, l'impact généré de faire du surf, c'est pas forcément la planche qui induit du coup l'impact environnemental prioritaire. L'idée, c'est de voir un peu quelles sont les activités qui s'externalisent et d'avoir un peu cette vision systémique. Effectivement, on peut considérer que le transport, sans avoir quantifié, peut être aussi un impact auquel on doit répondre à travers le produit. Donc, effectivement, la question à se poser, c'est comment générer le moins d'impact à travers la solution produit que j'offre, tout en pensant à toutes les étapes du cycle de vie qui sont autour. Donc, effectivement, les étapes de transport, elles peuvent être très importantes. N'hésitez pas à interagir les uns avec les autres et vous aussi à poser des questions du coup derrière votre écran si vous voulez préciser des choses. C'était un petit aparté, je rends la parole à Maxence maintenant. Oui. Du coup, je parle de l'autre projet. Donc, c'était une marque de vêtements qui s'appelle Kiki en Chine. Et c'est une marque qui pourrait ressembler à la marque française de chaussures Veja. Alors, eux, c'est pas des chaussures, c'est des vêtements en manière générale. Et où ils font attention à travailler avec des personnes qui fabriquent les vêtements, à bien les rémunérer, les conditions sociales. Donc, il n'y a pas que les matériaux, il y a aussi des vêtements avec quels matériaux, ils sont cultivés comment, donc toute cette approche-là. Et pour leur boutique, ils voulaient faire des installations avec un paysagiste pour mettre des plantes autour de leur boutique. Et les plantes qu'ils choisissaient, elles étaient choisies en fonction de la localisation en Chine. Et nous, on s'est occupé de faire les bacs pour contenir ces plantes avec ce paysagiste. Et ils nous ont rapidement dit qu'il y avait plusieurs tailles qu'ils voulaient idéalement pour le projet. Et on sentait que ça allait partir à la trappe parce que souvent on fait un moule et puis on fait un moule, on fait qu'une forme et puis du coup il faut essayer de rentabiliser le moule. Et du coup là on s'est dit si on veut faire plusieurs formes et comme c'est pas des énormes quantités, peut-être qu'on peut essayer de penser à l'impression 3D. Après l'impression 3D, il y a le problème qu'il fallait utiliser un fil et le fil c'est plus cher et puis le fil c'est très compliqué d'avoir des matières recyclées. Parce qu'on a visité des fabricants de fils et il y a eu toute une discussion là-dessus. Et donc on a toujours hésité, est-ce qu'on fait un moule ou pas. Mais parce que quand on fait un moule, là je monte une image de moule en acier et voilà, c'est un vrai impact de faire un moule. Alors si on fait 1 million de chaises, il n'y a pas de question à se poser, c'est sûr que ce sera mieux que de faire l'impression 3D parce que l'impression 3D ça consomme aussi de l'énergie. Mais là pour les quantités que nous on avait qui étaient à faire à 1000 à peu près, c'était sûr que l'impression 3D avait une vraie solution intéressante. En plus, pour nous, c'était une manière de maîtriser le processus qu'on a imprimé nous-mêmes.
Et donc, on a mis en place des machines où en fait, on pouvait imprimer à partir de granules de plastique. Donc, on pouvait facilement récupérer un déchet plastique et le mettre en boule ou l'imprimante pour pouvoir fabriquer nos objets. Et donc, c'est bac pour les plantes. Et on a pu, du coup, comme c'était imprimé en 3D, on a pu faire différentes tailles, différentes formes, et répondre à leur cahier des charges sans être limité par un fournisseur. Et du coup, on était sûr que le plastique était recyclé, parce que c'est pas toujours évident d'être certain que le plastique qu'on a utilisé est recyclé avec les usines. Et surtout pour des petits projets, voilà, c'est un peu plus compliqué d'être certifié, parce que les usines, ça ne les intéresse pas, ça va peut prendre du temps. Et donc voilà, c'était un projet intéressant. Et donc là, ça, c'est le projet qui venait d'être réalisé. Ça, c'était 1 an après, avec les plantes qui avaient poussé, pour montrer que voilà, c'était pas non plus un projet qui faisait là pour 2 semaines et qu'après partait à la poubelle, comme les pop-up shops et toutes ces choses-là. Donc voilà, peut-être que vous voulez réagir par rapport à ce projet aussi. Alors effectivement, enfin, sur les 2 exemples, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, tu t'es un peu externalisé de la conception de produit. Là, tu as plus travaillé sur le process. Ouais. Ce qui est intéressant, du coup, tu agis sur l'étape de fabrication, en imaginant peut-être voilà, que c'est celle-ci qui est la plus impactante et celle qui va ressortir si une analyse de cycle de vie est ressortie. Et de l'autre côté, sur l'étape de transport, je trouve que c'est 2 notions qui sont intéressantes, parce qu'effectivement, on aurait pu envisager une planche de surf avec des matériaux biosourcés, et puis dire qu'effectivement, c'est éco-conçu. Pour moi, ça a du sens. Alors effectivement, nous, dans notre approche, on a cette capacité à quantifier les impacts et à savoir du coup sur quelle étape de cycle de vie on génère effectivement le plus d'impact, et où est-ce qu'on doit mettre de l'effort de conception. Est-ce que finalement c'est sur l'étape de transport, de fabrication, d'usage? Et bon, ce qu'on aime bien dire, c'est que tout produit soit sans impact, le produit qui n'a pas d'impact et le produit qui n'existe pas. Donc ça, c'est une phrase qu'on a entendue et on nous a répété, que ce soit pendant nos expériences au bureau d'études, mais également cette phrase, elle est liée à une autre qui dit que 80% de l'impact est généré dès la conception et dès le premier dessin de notre produit. C'est-à-dire que dès qu'on va imaginer, par exemple, une forme, il va y avoir des process qui vont être derrière définis. Dès qu'on va imaginer une certaine fonction, il va y avoir un usage, donc forcément peut-être des dérives. Et donc là-dessus, voilà, on a 80% de potentiel de réduction d'impact, mais il y a encore 20% restant. Donc il faut bien imaginer qu'en fait, tout produit est sous impact et que voilà, il n'y a pas de produit source magique à neutralité carbone comme on a l'habitude d'entendre. Donc nous, ce qu'on aime bien présenter quand on introduit voilà, des participants à l'éco-conception, c'est les 4 piliers. Il y a 4 principes méthodologiques qu'on suit sur chaque projet. Je ne sais pas si Pierre, tu veux peut-être les aborder. Tu mets les slides, hein. Alors, on va revenir juste à la petite slide avant. Ouais, donc effectivement, le principe un peu de base, c'est de se dire qu'un produit, on doit l'envisager un peu sous tout son cycle de vie, pas seulement une phase du cycle de vie. Un exemple qu'on aime bien prendre, c'est un peu un cas d'usage où on est au supermarché, on est confronté à un caissier ou une caissière qui nous donne le choix entre un sac plastique et un sac en papier. Instinctivement, on va avoir tendance à se dire « Ah, mais le papier, c'est écologique parce que si c'est abandonné dans la nature, ça va se biodégrader, etc. » Donc forcément, c'est mieux que du plastique. Ça, c'est lié à un biais de compréhension des enjeux qui est qu'on n'envisage que le produit sous le prisme de sa fin de vie. Alors qu'en fait, il faut réfléchir sous tout son cycle de vie, regarder l'impact de l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation, etc. Et effectivement, si on compare 1 kg de papier, si on raisonne purement matière, on compare 1 kg de papier à 1 kg de PEHD, ce qui est utilisé en général pour les sacs, le papier, c'est mieux. Mais là, il faut raisonner fonction et se dire qu'en fait, un sac, ça a une utilisation aussi. Et pour transporter un certain volume de courses, généralement, on va avoir tendance à utiliser beaucoup plus de matière avec un sac en papier qu'avec un sac en plastique. Et ça, en fait, au final, on se rend compte qu'un sac en papier, ça peut être plus impactant qu'un sac en plastique. Donc, il faut vraiment avoir cette notion de cycle de vie, de se dire que des impacts, on va en générer tout au long du cycle de vie du produit. Et c'est un peu le premier principe qui est essentiel, en tout cas, pour comprendre les enjeux environnementaux qui se cachent derrière un produit. Et la synergie du coup des 2 compétences métiers, qui est l'approche analytique que Pierre peut avoir, il y a aussi cette approche terrain, parce qu'effectivement, sur le cas d'usage, c'est ce qui va généralement générer le plus d'impact, en tout cas sur le cas du sac, par rapport à son nombre de réutilisation. Donc c'est à ce moment-là où le designer va interagir et va apporter un peu plus de concret sur l'étude. Parce
que finalement, voilà, c'est peut-être l'étape qui est la moins quantifiable d'un point de vue théorique, mais c'est peut-être celle qui génère le plus d'impact. Donc, en fait, si on ne va pas enquêter sur le terrain, comment notre sac est utilisé en tant que tel, finalement, on va peut-être faire de l'effort de conception sur des étapes qui ne sont pas forcément prioritaires. Et malheureusement, ça pourrait pas même s'apparenter à du greenwashing, sans qu'on le veuille. Surtout que maintenant, on parle, enfin, il y a une espèce de, on parle de bashing sur le plastique, donc il y a cette idée de, il faut absolument remplacer le plastique, il y a un mot du papier, et puis on se dit c'est bon. Ouais, bah, ça c'est vrai qu'on est un peu plus nuancé, nous, sur ces sujets-là, dans le sens où enfin, on considère qu'il n'y a pas d'éco-matériaux, il n'y a pas de matériaux écologiques par essence. Tout va dépendre de dans quel produit on utilise un matériau et quel est l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que le plastique, ça peut être intéressant dans certains cas d'usage et pas dans d'autres. De la même manière, le papier, ça peut être très intéressant d'un point de vue environnemental dans certains cas d'usage, mais pas dans d'autres. Typiquement, pour revenir sur l'exemple des sacs, la solution qui présente le plus de gains environnementaux, ou en tout cas qui limite au mieux l'impact environnemental du fait de transporter ses courses du magasin jusqu'à chez nous, ça reste du plastique réutilisable. Donc typiquement les sacs en polypropylène tissé type Carrefour, les sacs Kaba ou les sacs Ikea, ça en fait c'est la solution la plus pertinente d'un point de vue environnemental que des sacs en papier jetables ou des sacs en plastique jetables. Donc c'est pas tant une question de matériaux, mais plus d'usage en fait. Je sais pas si tu veux passer. Ouais. Effectivement, bon là on avait ajouté donc à cette approche-là multi-étape, donc celle d'une étape de consigne. Donc effectivement, si on a un périmètre à établir, chaque périmètre va être différent par rapport à un produit. Imaginons celui de la consigne, il faudra rajouter l'étape de lavage, tout en considérant effectivement, ça va peut-être générer plus d'impact à ce niveau-là, mais comment on fait pour faire en sorte que la consigne soit moins impactante, par exemple, qu'un système qui ne l'est pas. Donc là, effectivement, c'est là où la quantification est intéressante. Ça va nous permettre de croiser les données et de savoir à partir de combien de réutilisations notre bouteille consignée sera moins impactante, par exemple, qu'une bouteille jetable. Vas-y, on peut continuer, Pierre. Ouais, donc effectivement, quand on fait ces analyses-là, donc généralement avec Christophe, quand on aborde un projet, il y a un peu cette complémentarité de compétences entre d'un côté l'ingénierie environnementale, où on commence par réaliser des analyses de cycle de vie et des études environnementales sur les produits ou les services, et de l'autre, on travaille main dans la main pour trouver les leviers de réduction d'impact les plus pertinents et les plus faciles à implémenter, en tout cas pour les entreprises. Et dans cette analyse, typiquement, il y a cette notion de raisonner systémique, de se dire que ce qu'il faut considérer en fait dans le périmètre d'études, c'est tout ce qui permet à ce produit ou à ce service d'exister. Donc, ça sous-entend d'intégrer tout le système industriel et manufacturier qui permet au produit d'exister, que ce soit des emballages secondaires, des palettes, des cartons d'emballage secondaire ou autre. Tout ce qui est dans les transports, les camions, les routes, etc. Donc tout ça, ça doit rentrer en tout cas dans un certain périmètre de l'analyse pour être sûr de ne pas négliger en tout cas des paramètres qui vont contribuer à l'impact du produit. C'est un peu le deuxième principe de l'éco-conception. Peut-être que tu peux passer. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on disait, du coup, qu'effectivement, il n'y a pas de matériaux intrinsèquement écologiques. Tout dépend du contexte d'utilisation. Et c'est ça qui va un peu conditionner si un matériau est pertinent ou non, selon les cas d'usage. Effectivement, donc il y a un des troisièmes piliers, c'est cette approche qui est multicritère. Aujourd'hui, on parle beaucoup du changement climatique, qui fait partie d'un des critères qu'on considère, qu'on évalue un système produit. Mais il faut savoir qu'il y en a 16 autres. Si on se basait uniquement sur cette approche-là, qui est une approche qui est monocritère, aujourd'hui, on pourrait mettre de côté, du coup, certains enjeux qui ne seraient pas prioritaires. Donc, nous, on en a 16 d'indicateurs. Et avec une technique de normalisation, on arrive à savoir quels sont les enjeux qui sont prioritaires. Et ensuite, quand on les a ciblés, on arrive à comprendre quels sont les contributeurs. Si on peut passer à la slide suivante. Hop. Encore. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il faut considérer l'ensemble des indicateurs pour évaluer l'impact environnemental d'un produit. Tout simplement parce que l'éco-conception, c'est d'aller mettre de l'effort de conception où il y a de l'enjeu. Et il faut considérer que le changement climatique n'est pas, à lui seul, ne suffit pas à indiquer quels sont les enjeux environnementaux. En tout cas, pas sur un système produit. Donc, par exemple, si on repart sur le système de consigne, là, on a notre système sans consigne en blanc et le système à consigne en jaune. On arrive à évaluer et à quantifier, à partir peut-être de combien de réutilisation notre bouteille peut être intéressante.
notre bouteille consignée par rapport à un système jetable. Donc effectivement, si notre bouteille consignée n'était utilisée que 3 ou 4 fois, elle serait moins intéressante. Alors là, on n'a pas les données affichées, mais il faut envisager que ça permet de cadrer et de donner des contraintes au projet et de se dire que notre système de consigne ne sera valable qu'à partir de 20 cycles de réutilisation pour notre bouteille. Ça nous permet aussi de quantifier, par exemple, un volume. Quelle est la taille de notre bouteille? Quelle est la forme que notre bouteille doit avoir? Et tout ça, ça donne un espèce de cahier des charges qui permet aux designers ensuite de reconceptualiser non seulement un produit, mais aussi le service. Ça va définir en fait tout un ensemble de contraintes, donc des fonctions de contraintes qui va nous permettre derrière de reconcevoir pour générer moins d'impact. Et ce qui est, pour compléter, ce qui est hyper important là-dedans, c'est de considérer que regarder l'impact sur le changement climatique, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On peut très bien diminuer son empreinte carbone ou l'empreinte carbone de son produit tout en augmentant l'impact environnemental qu'il génère. En fait, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir un peu cette notion multicritère des impacts qui sont générés par un produit et d'être hyper conscient que améliorer les résultats sur un indicateur, ça peut se faire au détriment d'un impact supplémentaire sur d'autres indicateurs. C'est ce qu'on appelle un peu des transferts d'impact, des transferts de pollution. Et en fait, il faut bien comprendre que quand bien même on se concentrerait sur le CO2, peut-être qu'on impacterait aussi la biodiversité, peut-être qu'on générerait des impacts qui, in fine, auront une influence aussi sur le climat derrière. Il y a un peu cette notion de complexité à mettre dans la manière dont on considère l'impact d'un produit pour être sûr de faire les bons choix, quoi. Et cette approche, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'elle nous suit tout au long d'un projet, c'est-à-dire qu'elle nous permet à tout moment, quand on a étudié un cas, de faire des tests dits de sensibilité. Par exemple, si on est sur des concepts qui sont très théoriques, mis sur papier, on va pouvoir identifier des hypothèses d'usage sur lesquelles on va effectivement faire une autre évaluation comparative qui va nous permettre de savoir s'il n'y a pas des transferts d'impact, si on ne génère pas finalement plus d'impact avec les concepts qu'on apporte. Donc l'idée, c'est que ce suivi multicritère, il est là tout au long du projet pour s'assurer des choix qu'on fait. Quitte du coup à revenir en arrière si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un impact, en tout cas une priorité qui se dégage à mettre ailleurs, quoi. Ouais. Il y a des cas de figure. Vas-y. Ouais, c'est aussi là que c'est très important nous, notre manière d'aborder l'éco-conception, ça se fait aussi de manière préventive. C'est-à-dire qu'on aime bien arriver vraiment en amont du projet et de se dire que dès qu'on a un concept ou une idée, l'idée c'est de faire des tests et d'évaluer en tout cas l'impact potentiel d'un produit avant que celui-ci soit mis sur le marché et réalisé, quoi. Donc il y a effectivement ces phases un peu délicates où on avance à tâtons parce qu'on est sur des concepts, sur des prototypes, etc. Mais c'est hyper important en tout cas d'intégrer la démarche le plus tôt possible, en tout cas une conséquence dans la création d'un produit ou d'un service. Et tout est une question d'arbitrage parce qu'effectivement, il y a aussi une notion d'ambition qu'on verra tout à l'heure. Mais il se trouve que parfois, il se trouve que sur notre concept, peut-être sur les premières années de production, on va générer plus d'impact par des notions de rendement. Tout ça, c'est des choix qu'il faut arbitrer tout en considérant peut-être le court, moyen et long terme sur les possibilités aussi d'évolution du produit. Et effectivement, parfois, on peut, sur certains indicateurs, générer plus d'impact, mais qui sont dus aussi par rapport à la localité. Tout à l'heure, on a parlé des indicateurs. Si on parle, par exemple, de l'indicateur radiation ionisante, qui est dû au mix énergétique électrique de la France, qui est favorable au nucléaire, c'est un impact qu'on va générer en France, mais qui ne sera pas généré dans d'autres pays. Sur d'autres pays, on va générer des impacts sur forcément le changement climatique, parce que c'est des énergies électriques favorables aux énergies fossiles. Donc, effectivement, il y a aussi parfois des transferts d'impact sur lesquels on ne peut pas forcément jouer. Donc, le dernier principe d'éco-conception, c'est le 4e, c'est la notion de service rendu. L'idée et le cas idéal, dans chaque cas d'éco-conception, c'est de réduire l'impact tout en augmentant le service. C'est-à-dire que dans le cas de la consigne, réduire l'impact, c'est considérer que notre bouteille doit au moins être utilisée 25 fois. On a réduit le poids de verre, on a changé la matière de la capsule en alu, on l'a passé en plastique, et en augmentant le service, donc on peut imaginer une gratification monétaire, une fidélisation du client, une valorisation du vieillissement ou autre chose autour de la gamification. Donc l'idée, c'est que on prend les enjeux environnementaux nous comme levier de créativité. L'idée derrière, c'est vraiment d'ajouter de la valeur à notre produit, tout en soit en impliquant de nouvelles fonctionnalités, soit en impliquant de nouveaux services. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, c'est aussi un petit peu la base de l'analyse du cycle de vie et des études environnementales, c'est-à-dire que l'impact d'un produit, on ne va pas le calculer sur le produit en lui-même, mais sur la fonction qui est remplie pour l'utilisateur.
C'est-à-dire que si demain vous demandez de faire l'étude environnementale autour d'un stylo, en fait, ce qu'on va modéliser, c'est un certain nombre de kilomètres écrits. Et derrière, on va regarder tous les systèmes produits qui permettent de remplir cette fonction. Ça permet aussi de comparer plusieurs systèmes produits différents et voir lesquels présentent le plus d'avantages d'un point de vue environnemental. Et pour aller plus loin, c'est aussi une remise en question fondamentale des besoins et de se dire comment répondre à cette fonctionnalité ou à ce besoin autrement que par le produit analysé. Donc, ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, c'est la première approche qu'on fait quand on fait une étude de cycle de vie, c'est qu'on rapporte notre produit à une fonction et pas à un usage donné. C'est ce qui nous permet de comparer deux systèmes avec une approche qui est très fonctionnelle, mais c'est aussi ce qui nous permet du coup d'évoquer d'autres possibilités de réponse à cette fonction. Voilà. Effectivement, les 4 principes d'éco-conception qu'on a pu balayer ensemble, donc l'approche multi-étapes, où on va définir chacune des étapes de cycle de vie qui sera différente d'un contexte à un autre, l'approche systémique sur laquelle on va inclure tous les systèmes qu'on a dans chacune des étapes de cycle de vie qui considèrent du coup les composantes essentielles pour que chaque étape se déroule bien, que ce soit les palettes ou tout ce qui est dû au conditionnement, une approche qui est multicritère. On va considérer l'ensemble des indicateurs environnementaux, on n'est pas monocritère. L'idée, c'est derrière de prioriser les enjeux environnementaux, mais aussi d'avoir un suivi d'éco-conception tout le long du projet, de savoir quel choix on doit prioriser, que ce soit en termes de conception, en termes de service, voilà. Et le dernier, la notion de service rendu, où finalement, on va reconcevoir le produit tout en réduisant l'impact et en augmentant la fonction, pour qu'il y ait une réelle valeur ajoutée. Alors, derrière tout ça, et c'est peut-être là où on pourra faire une petite parenthèse sur le collectif 9P, nous, on essaye d'aborder cette approche qui est très méthodologique, elle a certaines limites, avec différentes compétences métiers, que ce soit le design, l'ingénierie et l'environnement. Donc, le design pour l'approche d'usage, considérer ce que font Paramétrique, d'aller enquêter sur le terrain et d'avoir un rapport qui est très concret. L'ingénierie, que ce soit pour le prisme technique, donc on va concevoir, essayer de faire en sorte que notre produit soit industrialisable, mais aussi pour cette approche qui est pragmatique, liée à l'environnement, avoir un côté qui est quantifié sur les enjeux environnementaux qu'on doit cibler. Et derrière tout ça, il y a les 4 fondamentaux sur lesquels nous, on essaie d'apporter un peu plus de flexibilité. C'est-à-dire que la méthodologie aujourd'hui d'éco-conception, on suit les 4 piliers, mais on se rend bien compte des limites, que ce soit déjà rien que par le manque d'enquête terrain. Et sur la plupart des projets qu'on a eu l'occasion de mener à bout, il se trouve que l'usage est très important. C'est-à-dire que c'est une des étapes qui est la moins quantifiable, mais c'est une des étapes qui parfois a le plus d'enjeux. Et finalement, si on ne va pas enquêter sur le terrain et on ne va pas tester notre produit maintes fois, on passe à côté de certains enjeux. Et nous, c'est l'approche qu'on essaie d'avoir, c'est d'allier désirabilité du produit à l'impact environnemental, c'est-à-dire de servir des impacts comme des enjeux environnementaux, comme des leviers de créativité, pour en faire des solutions qui soient viables, mais pas viables que d'un point de vue système sans considérer l'usage. Et puis l'usage, c'est quelque chose de difficile parfois, parce que, un exemple, je ne sais pas, si on conçoit un balai, et peut-être qu'on va penser à tous les scénarios, mais qu'en fait, peut-être que les gens qui vont acheter ce balai, à la fin, ils vont s'en servir pour le mettre à l'horizontale et sécher leur linge. Et on ne maîtrise jamais après les usages que les gens font de ça. Effectivement. Effectivement. Et tout à l'heure, on parlait des sacs cabas, par exemple. Si on parle des tote bags, je ne sais pas si tu veux faire une parenthèse là-dessus, Pierre, mais ça te parle un peu plus. Donc, vas-y. Et yes, carrément, effectivement, c'est intéressant de voir l'impact qui est associé au tote bag, qui remplissent techniquement la même fonction que des sacs cabas en plastique, mais le fait que ça soit devenu au fil du temps un objet de style et une sorte de goodies qu'on nous distribue à tour de bras, en fait, il y a un espèce d'effet rebond sur la quantité de tote bags qu'on possède tous dans nos placards. On a un placard tous dédié chez nous pour entasser les tote bags qu'on n'utilise jamais. Et ça, en fait, ça génère un impact qui est phénoménal. Et finalement, le fait de faire un sac qui est certes moche, un sac cabas Carrefour, mais fonctionnel, en fait, on utilise toujours ça pour aller faire nos courses. On en a que un, on ne ressent pas le besoin d'en accumuler 300 dans nos tiroirs. Et au final, c'est peut-être la solution la plus pertinente, quoi. Effectivement. Et puis, ça me fait un peu penser à c'est différent après comme sujet, c'est plus polémique, mais les voitures électriques, où, comme tu disais, ça déplace les pollutions. Pour
enlever les taux de particules en ville, on prend une voiture électrique, mais la voiture électrique, elle crée une pollution ailleurs qui n'est pas visible pour nous. Donc voilà. Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est un exemple super intéressant parce que ça illustre bien aussi la genèse du collectif 9P et un peu l'ambition qu'on a derrière. C'est de se dire que si demain, vous nous demandez de bosser sur la mobilité dans des grandes villes comme Paris, en disant, tiens, comment on peut virer les grosses voitures des centres urbains, en fait, il ne s'agit pas juste d'un problème technique où il s'agit de passer du thermique à l'électrique. Déjà parce que renouveler tout le parc mondial automobile à l'électrique, c'est juste pas possible en termes de ressources. Mais en plus, parce qu'on ne résout pas le problème fondamental qui est qu'on a généralement une personne dans une voiture de je ne sais pas combien de tonnes sur le périphérique. Donc il y a plein d'enjeux derrière ça qui relèvent non plus de l'ingénierie environnementale, mais plus des sciences sociales, de la sociologie, de l'anthropologie. Et ça demande d'aller questionner des gens qui sont un peu compétents sur ces sciences sociales-là pour trouver des solutions les plus pertinentes. Parce que la voiture, c'est aussi un objet de représentation sociale, c'est un objet qui est genré. 80% des gens qui conduisent des SUV, c'est des hommes. C'est un objet social, dans le sens où c'est Bernard Charbonneau qui disait ça, un des grands penseurs de l'écologie, à chaque classe sociale, sa voiture. Donc c'est aussi un objet par lequel on s'identifie en tant que personne, en tant qu'individu. Il y a plein de mécaniques comme ça, économiques et sociales, qu'il faut aller explorer si on veut résoudre ce problème-là. Ce n'est pas juste un problème technique et environnemental qui va demander des solutions techniques et environnementales. Il y a d'autres choses derrière. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire avec le collectif, c'est un peu de regrouper en tout cas des experts issus de divers horizons autour de ces problématiques qui sont communes pour travailler ensemble main dans la main, quoi. Effectivement. Et peut-être un des derniers aspects. Pardon, il nous reste encore 10 minutes, donc allez-y, vous pouvez dérouler la présentation du coup jusqu'à la fin, je pense. Ouais. Ok. Un des aspects qu'on voulait aborder, on l'a peut-être abordé de certaines manières pendant les 4 principes d'éco-conception, mais l'idée c'est donc ça c'est une chaîne d'éco-valeurs. L'idée c'est qu'il y a des projets d'optimisation et plus on va aller vers la droite, plus on va aller sur des projets d'innovation. Donc nous, on a eu l'opportunité d'aborder chacune des typologies de projets. Si on va dans un cas d'optimisation, c'est vrai que le changement de matière, comme le cas de L'Oréal, ça peut être quelque chose de moins innovant, mais qui va peut-être générer moins d'impact. L'idée derrière l'exemple qu'on vous présente, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le changement de matière, ils ont innové derrière sur un procédé qui leur permet de recycler le plastique. C'est-à-dire que d'un point de vue chimique, ils ont élaboré une matière première qui puisse être extraite avec un procédé chimique, qui n'était pas le cas avant. Deuxième cas de figure, on va prendre le cas de 900 Care, où effectivement on reconsidère la fonction et l'usage du produit. Donc là, une vraie remise en question du besoin. Du coup, on va déduire de nouvelles formes et de nouvelles fonctionnalités. Et même, peut-être, on pourrait aborder peut-être un nouveau business model. Le dernier, c'est au pop-up, pour qui on a eu l'occasion de travailler, où on est clairement sur un changement de modèle, où on va revoir notre système produit en tant que tel et on va le considérer différemment. C'est-à-dire qu'on on part de produits jetables, donc des colis, à des produits consignés. Ce qui est intéressant et ce qui est très innovant là-dedans, c'est effectivement, on va se confronter à des problématiques qui sont des problématiques de culture d'usage. Aujourd'hui, quand on a un colis, on n'a pas tendance forcément à le renvoyer. Et donc, l'idée derrière, c'est comment faire en sorte de faire considérer des étapes qui sont supplémentaires à des usagers qui n'avaient pas l'habitude de le faire. Donc, tout ça, c'est des choses à expérimenter. C'est pour ça qu'on appelle ça des projets qui sont dits d'innovation et peut-être même d'innovation de rupture. Ça demande du coup beaucoup de R&D, ce qui n'est pas forcément le cas des projets d'optimisation. Donc, c'est plus sur des projets long terme où effectivement, on va avoir plus de potentiel de réduction d'impact plutôt que des projets très opérationnels, par exemple sur de la changement de matière. Autre chose à considérer quand on change de modèle, c'est aussi considérer toutes les étapes supplémentaires, mais aussi, par exemple, si on prend le cas de pop-up, c'est considérer tous les changements de structuration, parce que la Poste, ils n'ont pas forcément les outils, en tout cas, ils n'avaient pas forcément les outils nécessaires pour récolter des colis réutilisables. Donc, effectivement, il faut innover dans plusieurs angles et que ça soit être accompagné aussi par les grands du transport en France, que ce soit la Poste ou d'autres organismes. Et l'idée derrière, c'est d'y innover main dans la main. Donc, effectivement, c'est cette chaîne d'éco-valeurs, elle nous permet, quand on aborde un projet, de cadrer un besoin et une attente à travers peut-être les réunions de cadrage qu'on peut faire avec un client. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors, peut-être avant les questions, est-ce que vous voulez qu'on essaye de reprendre les points importants du coup de cette présentation pour résumer? Alors moi, ce que j'ai noté avec mon regard de candide, vous me dites si je dis des bêtises, c'est que j'insisterai quand même sur le fait que l'éco-conception, c'est une approche analytique, on est d'accord, normée, certifiée, qui inclut des paramètres intégrant notamment le cycle de vie de tous les composants du produit. On a parlé d'indicateurs aussi, il fallait prioriser en fonction des impacts pour plein de milieux différents. On a parlé de la biodiversité, mais aussi la santé, l'épuisement des ressources, tout ça. Ça, c'est la première chose importante à comprendre, je pense, de ce webinaire. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que cette approche théorique, ça doit aller de pair avec le terrain pour voir si la réalité, par exemple avec les fournisseurs qu'on choisit, comment c'est fabriqué, tout ça, ne soit pas en décalage avec le modèle finalement qu'on a créé. En fait, tous les enjeux résident aussi sur ce point important, il me semble. Donc, c'est un peu l'idée de ce qu'on a essayé de balayer, si vous êtes d'accord avec moi, les garçons. C'est le message à faire passer, ouais. C'est bien résumé. D'accord, ça marche. Du coup, on a perdu quelques auditeurs en ligne. J'espère que c'est juste parce qu'ils avaient des impératifs et pas forcément parce que le sujet n'intéressait pas. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, les personnes qui restent, si vous avez des questions peut-être ou d'ailleurs si vous voulez après aller plus loin directement avec nos interlocuteurs, on peut peut-être passer la slide d'après avec les coordonnées de contact, les laisser en fond. Voilà. Et s'il y a des questions, faut pas hésiter. Merci Emmanuel Parlier sur le commentaire. Voilà, n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat pour qu'on puisse y répondre. Et ce qu'on peut dire en attendant les questions, je continue de meubler un peu, c'est que du coup, l'idée de ces webinaires, en fait, c'était là le premier d'une série. Et on va essayer d'en faire plusieurs, en fait, sur une récurrence qui est encore peut-être à réfléchir. Mais voilà, il y a plusieurs sujets qui seront balayés. Si d'ailleurs les personnes présentes aussi ont des envies ou des sujets qu'ils voudraient voir balayés, faut pas hésiter. Les prochaines dates, voilà, prochaine date, prochain sujet. Je peux peut-être laisser à Paramétrique, qui a l'initiative de ce webinaire, répondre à la question. Du coup. Prochaine date. Pas confirmé encore. Il y a des suggestions sympas. On me dit écoception et biomimétisme, si ça vous parle. Non, je me disais dans la conversation que je pense qu'il y en a un qui mériterait peut-être un sujet en lui-même, c'est l'effet rebond. C'est un gros sujet, je pense, qui mérite d'être développé, où nous, on connaît à peu près le sujet, mais je pense que c'est un sujet qui mérite d'être diffusé. C'est toujours cette idée de l'enfer est pavé de bonnes intentions, et je pense que l'effet rebond, c'est un sujet qui peut être dans plein d'exemples pour expliquer les erreurs qui peuvent être commises, même en faisant attention. C'est tout l'idée en fait des sacs en plastique versus sacs papier que vous évoquiez au début, les garçons. C'est ça l'effet rebond en fait, si j'ai bien compris. Mais il peut être plus évident ou moins évident après. Voilà. Et puis sinon, Christian nous remercie pour cette initiative. Vous remercie les garçons et espère même pouvoir collaborer dans le futur. Donc effectivement, laissez la slide avec les coordonnées encore un petit peu. N'hésitez pas à les contacter. Ouais. Voilà. Du coup, je pense qu'on a tenu... où s'arrête... une autre question. Emmanuel Parly nous demande où s'arrête le périmètre d'étude du cycle de vie. Une question pour moi, j'imagine. Oui, ça va pour moi en tout cas. Ouais, ça dépend. En gros, on va intégrer au périmètre d'étude tout ce qui permet au produit d'exister, mais si on commence à modéliser un peu tout ce qui permet au produit d'exister, on va rapidement modéliser la Terre entière. C'est pas le but. L'idée, c'est de trouver l'échelle juste qui permet de représenter en tout cas au mieux l'impact environnemental du produit. Donc, ça dépend des projets. Et ça dépend de... je vois une autre question. Quel logiciel là, c'est utilisé où nous, on est sur CIMAPRO avec la base de données EcoInvent. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des outils, mais peut-être que ce serait le moment, rapidement, de donner, de lâcher des noms. EcoInvent, c'est la base de référence qui est très utilisée en ACV. Et pour revenir sur le périmètre, oui, ça dépend des projets, des produits, mais en gros, on essaye d'intégrer tout ce qui est représentatif, en tout cas dans l'impact environnemental du produit. Juste petite réflexion, le contact @collectif 9P,
Il n'existe pas encore. Je remets l'adresse dans le chat. Je mets nos adresses respectives. Oui, c'est mieux. Il n'y a pas de souci. Hein. Ou alors nous contacter et on transmettra. On peut faire ça aussi. D'accord, ça marche. Bon, bah, il est 43, on est à 2 minutes de la fin qu'on s'était donnée. Si quelqu'un parmi vous veut conclure, parmi les intervenants, voilà, pour se quitter proprement, je vous laisse y aller. Et puis, et sinon, ça me reviendra à moi. Je trouverai une façon de conclure. Bah, je sais pas ce qu'on peut conclure, mais nous, on est, je ne vais pas dire assoiffés, mais on aime bien du coup l'approche que Parametric peut avoir. Nous, ce serait intéressant de voir comment on peut collaborer dans un futur proche sur certains projets. Nous, ce qu'on essaie d'avoir, voilà, le plus possible aujourd'hui, notre travail, il est généralement fait par des bureaux d'études. Effectivement, il y a cette approche de conception qui n'est pas souvent présente. Nous, on essaye de l'aborder, mais effectivement, il y a peut-être un souci de notoriété. Il y a d'un côté les agences de design, de l'autre les agences d'études environnementales. Nous, on essaie de combiner les deux. Et aujourd'hui, c'est vrai que parfois, on a moins de légitimité à aborder des sujets qui sont liés à la conception. Nous, on essaie de fusionner les deux. Peut-être que ça se fera à travers la collaboration avec d'autres agences. Peut-être qu'un jour, on aura assez de visibilité là-dessus. Mais voilà, c'est un sujet qui est assez complexe de mêler les deux domaines aujourd'hui. Ça marche. Ok. Écoutez, je pense qu'on va conclure là. On vous remercie tous d'avoir été présents jusqu'au bout. En tout cas, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Et puis, on vous tiendra informé, bien évidemment, des prochains webinaires et des sujets. Il y a eu des idées sympas. On va voir si effectivement elles seront travaillées dans le futur. Mais en tout cas, merci à tous aux intervenants pour leur participation et puis à l'audience qui a été sage et comment dire, prompte à répondre dans le chat. Donc, merci à vous, parce que ce n'est pas forcément un exercice toujours très facile, les webinaires. Donc, on espère en tout cas que vous avez passé un bon moment autant que nous. Voilà. Merci à tous. C'est le moment de se quitter. Ouais. Et du coup, je vous laisse déconnecter. Voilà. À très bientôt. Bonne journée. Salut, merci. Salut.